En tout cas, aujourd'hui, je voudrais vous montrer l'incroyable précision de la géométrie et les mesures utilisées à Karnak. Cette précision est telle qu'on ne peut pas l'expliquer. C'est uniquement les outils modernes aujourd'hui, les GPS, les théodolites, les satellites, qui nous permettent d'apprécier la précision d'implantation de ces monuments. Et donc, oubliez l'idée, oubliez ces images de préhistoriques en peau de bête en train de tirer des machins avec des cordes, avec des bœufs, et de faire un truc un peu approximatif pour adorer Dieu sait quel principe. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc il faut mettre tout ça de côté. Je ne vais pas vous dire qui a construit ces monuments, je n'en sais strictement rien, mais je vais vous montrer que ça a été fait avec une incroyable précision. Il a fait beaucoup d'efforts parce tu pars demain. Et donc il est venu pour le week-end pour faire ces 2 conférences et être parmi nous. Merci John pour ça. Et puis je te laisse la parole.
en français. En français. Voilà, Okay. allons-y. Bien. Alors, merci beaucoup, Howard. OK. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Dans cet exposé, je veux discuter de la version officielle de l'histoire et je veux présenter certains développements récents et des idées que vous pourriez ne pas être au courant. Donc, pour commencer, rappelons-nous de l'histoire familière que nous sommes tous appris à l'école. L'univers a commencé avec un Big Bang, des nuages de gaz ont commencé à se regrouper, les premières étoiles sont nées, galaxies formées, étoiles de deuxième génération sont éclairées, planètes formées autour d'eux. Il y avait une planète de la chance, la vie formée dans ces océans est passée à la Terre. Il a appris à grimper aux arbres, découvert comment utiliser les outils. Il nous est devenu. Nous avons construit des maisons et vivaient dans les villages. Ensuite, nous sommes sortis d'Afrique pour lutter contre les mammouths et les ours, vivre dans les grottes et développer l'art et l'agriculture. Et nous avons construit les premières villes comme Ur, en Sumer et Babylone. Pendant qu'ailleurs dans le monde, les peuples primitifs ont construit les structures brues et fait des potes bruts comme celui de French dates, 3500 ans avec Jésus, avant Jésus, Chine. Okay. Et puis la civilisation vraiment explosé dans l'Égypte ancienne, Grèce antique, et puis la Rome antique, et puis la religion, et enfin la science propulsée nous dans le monde moderne. Okay. Maintenant, nous avons déjà vu dans mon premier discours comment la version officielle de la cosmologie a quelques problèmes et comment la réalité est probablement plus riche et plus étrange que nous avons tendance à imaginer. Donc je suis heureux, oui, de vous présenter cette conférence qui a pour titre Karnak et le plan des pyramides. C'est écrit en français, en breton et en égyptien. Ce sujet est vraiment, on pourrait dire, sulfureux. Faire le rapprochement entre des mégalithes qui datent d'il y a 7000 ans ou 6000 ans avec des pyramides qui sont censées dater d'il y a 4500 ans, c'est une sorte de sacrilège d'un point de vue général ou officiel. Mais moi, ce que je veux montrer, ce n'est pas les aspects historiques ou archéologiques de ces monuments. Ce que je veux vous montrer, c'est la pensée qui est derrière ces constructions. Bien que les mégalithes soient des pierres d'apparence brute, comme ça, ce qui donne une impression de peut-être des monuments simples, la vérité est tout autre. Alors que les pyramides, on voit bien que ce sont des formes géométriques extrêmement sophistiquées et très difficiles à réaliser, par rapport aux mégalithes, on n'a pas cette même impression, puisque l'architecture mégalithique est étalée comme ça sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres carrés. Et c'est cet aspect-là qui rend le travail difficile pour nous, nous qui aimons à notre époque dominer notre sujet. Eh bien, nous ne pouvons pas dominer les mégalithes. Parce que si je suis dans les mégalithes, je n'ai pas une vue d'ensemble. Et quand je monte suffisamment haut pour avoir une vue d'ensemble, je ne vois plus les mégalithes. Alors, moi j'ai été aidé beaucoup dans mon travail depuis un certain nombre d'années par Google.
Google qui a développé, on pourrait croire exprès pour moi, hein, parce que c'est vraiment tout à fait adapté, un outil qui s'appelle Google Earth, qui permet justement de descendre, de remonter, de descendre, de voir en détail les pierres, puis remonter pour avoir une vision globale. Et globalement, grâce à cet outil, ça m'a permis de découvrir un certain nombre de choses, qui venaient confirmer tout un travail que j'avais fait avant que ce logiciel apparaisse. Il a commencé ses réflexions sur ce sujet en 1997. When I started to study the Great Pyramid, Quand il a commencé à étudier la Grande Pyramide, and then traveled to Egypt, et puis je suis allé en Égypte, and from my particular discipline, my craft, my trade, de par sa formation et la discipline de ses études, as a manufacturing engineer, c'était un ingénieur de production. I began to notice that everywhere I went in Egypt, I found evidence that seemed to indicate that the way they were crafting their artifacts and the stones that go into the Great Pyramid. Donc j'ai commencé à trouver, partout où j'allais en Égypte, j'ai commencé à trouver des preuves, des faits qui montraient que tous ces objets qu'ils fabriquaient à l'époque Reflected a higher level of precision and engineering. démontraient un niveau supérieur de précision et d'ingénierie Than what we have been taught. que ce que l'on pense d'habitude, ce qu'on a appris. But through my travels, I was really impressed when I went to Luxor. Donc à travers mes voyages, j'étais très impressionné quand je suis allé à Luxor. And as you can see in this image, Alors, ici, ce que je vous montre, vous avez sur la gauche, cette droite-là, c'est la ligne qui vient de Cuiculco. Elle vient se poser ici, sur l'autel, avec un angle 38,97 degrés. La distance est de 55 km 901 à plus ou moins 0,014% selon mon estimation. Ensuite, cette autre ligne-là, elle part vers Cholula sur une distance de 90 km 450. Le rapport entre ces deux distances, 90-450 sur 55-901, c'est 1,618 avec une précision quasi parfaite. Et l'angle vers Cholula est exactement le même. Alors, le centre de Cholula, j'insiste, je vais le montrer, lorsque j'ai compris ce principe-là la première fois, j'avais pas trouvé tout à fait cette distance-là. J'avais 50 mètres de trop, il me semble, pour que la relation soit quasi parfaite. J'avais un rapport de 1,618 et des poussières. J'étais un petit peu au-dessus de 1,618, j'avais 1,618, 6, quelque chose comme ça. Et en regardant donc sur les plans, en cherchant des plans pour savoir comment était construit Cholula, j'ai trouvé donc ces photos qui sont dans le musée et qui montrent les constructions d'origine. L'ancienne construction d'origine de Cholula, vous la voyez ici, on a dessous une construction d'origine que les archéologues ont reconstituée avec une maquette. Et donc j'ai mis des traits ici pour illustrer donc le point haut et central de cette pyramide. Voilà, j'ai mis donc ces traits là pour qu'on situe un petit peu le monument vu d'en haut. Et en fait c'est ce point là qui est exactement l'angle et la distance qui donne ce résultat surprenant. Voilà, vue du ciel, je vous montre ce que ça donne. Ici, vous voyez, on est un petit peu décalé par rapport à l'escalier. Et on est un petit peu dans cette zone ici, là, si on traçait une ligne, comme je vous l'ai montré sur la diapositive précédente, ici. Voilà. Et donc c'est ce point-là où on a exactement 90 km 450. Moi, au départ, j'étais venu au centre, j'avais tracé le tour complet, puis les diagonales, pour trouver le centre, parce que le centre, ce n'est pas l'église, hein, attention, hein. Faut pas se tromper, ceux qui prendraient le centre de Cholula comme étant ici,
Cette église n'est pas du tout au centre. Moi avant j'avais pris un centre qui se trouvait par ici là. C'est un centre géométrique de ce qui reste comme monument. Mais visiblement il y avait un monument en dessous, et donc à mon avis ce qui est important c'est le monument, le premier monument. Et en fait en recherchant ce premier monument, j'ai compris que le plan est encore plus précis que ce que j'avais imaginé. Parce que moi j'ai voulu essayer de comprendre, savoir si j'avais pu me tromper, est-ce que c'était vraiment sûr, même si j'avais peu de doutes parce que la précision était quasiment parfaite. En fait, en voulant vérifier un peu plus mon travail, je me suis aperçu que c'était encore plus précis que ce que j'imaginais. Donc voici ce que ça donne vue du ciel avec Google Earth si on prend d'altitude. Donc on a Teotihuacan, Cuiculco à gauche, Cholula à droite, et en fait on a un axe nord-sud qui coupe exactement cet angle. Ce qui veut dire qu'on a de chaque côté 38,97 degrés, et ça c'est précis au centième de degré, c'est l'angle exact. Mais ce qui est intéressant, c'est que la tangente de cet angle, c'est 0,809, ce qui veut dire que ces deux tangentes additionnées nous donnent le nombre d'or 1,618 également. Waouh! Ça c'est quand même très surprenant. Parce que ici, non seulement le rapport de distance entre Teotihuacan-Cuiculco et Teotihuacan-Cholula, mais également les angles, nous révèlent le nombre d'or, ici. C'est très très surprenant, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Donc là je rappelle, c'est les proportions entre ces deux distances, qui est proportion 1 à gauche, proportion 1,618 sur la droite. Mais ce qui est intéressant, c'est que la distance que je pensais être un nombre aléatoire, 55 km 901, qu'est-ce que c'est que 55 km 901? Et bien en fait, c'est 25 fois la racine de 5. Et la racine de 5, je l'ai montré en fait, c'est 2,236. C'est la distance de l'allée des morts à Teotihuacan. C'est ce que j'ai montré dans le documentaire, et j'ai dit clairement que ceci révélait le fait que l'unité métrique avait été utilisée parce que la pyramide de la Lune, la pyramide du Soleil et le temple de Quetzalcoatl étaient comprises dans un rectangle de 2236 mètres. Et bien là, on retrouve ici cette distance qui est reportée 25 fois. Et c'est très précis. Allez, à 2, 3, 4 mètres près au plus, c'est précis. Sur 55 km. Donc c'est absolument surprenant. Et du coup, c'est quelque chose qui fonctionne avec des nombres entiers, puisqu'on a 25 racines de 5. De l'autre côté, de toute évidence, puisqu'on a un rapport de 1,618, on a donc 25 phi racines de 5. Ce qui est à dire la distance de 90 km 450. C'est surprenant, hein. C'est très surprenant. Donc ça révèle quelque chose d'important, que les monuments au Mexique, ces grandes pyramides, Teotihuacan, Cholula, Cuiculco et probablement d'autres, ne sont pas disposés au hasard ou pour des raisons géographiques, pas seulement. Il y a des raisons géométriques fondamentales qui révèlent une science improbable, et même si on sait aujourd'hui qu'elle existe, on ne s'attendait pas à la retrouver de l'autre côté de l'océan Atlantique, puisqu'on l'observe actuellement dans les mégalithes en Europe, également sur les pyramides. Alors, commençons par le commencement au niveau de ce qui a vraiment impacté notre civilisation aujourd'hui contemporaine. Pythagore, c'est quelqu'un qui est assez particulier parce que malgré qu'il n'ait jamais rien tenté de laisser à la postérité, c'est-à-dire qu'il était uniquement dans un enseignement oral, il était dans une continuation d'une tradition où on reçoit un enseignement et de son vivant, on tente de le retransmettre à d'autres personnes qui peut-être elles aussi le retransmettront à d'autres personnes, et comme ça de continuer de façon orale à maintenir un certain enseignement. Mais la particularité de Pythagore, c'est que certains de ses élèves ont décidé d'écrire des choses qu'il enseignait. Alors qu'il s'était interdit, dans l'enseignement oral, on interdit l'écriture.
Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on connaît Pythagore, mais pas parce que lui a parlé de lui-même, mais parce que d'autres ont parlé de lui. Et c'est très très intéressant cette petite différence, parce que, en quelque sorte, on a la chance de pouvoir avoir un enseignement qui normalement est un enseignement qui demande des efforts, puisqu'il faut rester à écouter quelqu'un et il faut trouver la personne qui connaît. Dans les enseignements oraux, il y a une certaine initiation à avoir pour recevoir l'enseignement, et nous on l'apprend à l'école à partir du CE1, quoi. Donc c'est assez intéressant de se rendre compte que certains éléments comme ça d'une tradition orale sont rentrés dans le grand courant de la vie et sont passés dans un enseignement plus traditionnel avec de l'écriture. Et du coup, ça nous permet d'avoir certains éléments qui ne sont pas des éléments de la science ordinaire, des éléments d'une tradition orale. Alors, sur ce dessin, qui s'appelle alors La légende est en noir sur un fond noir, c'est des pythagoréciens célébrant le lever du soleil. Et on les voit avec des instruments de musique, voilà, en train de célébrer le lever du soleil. Quelques mots quand même sur Pythagore. Donc Pythagore, il a énormément étudié. Il a étudié en Égypte, il a étudié en Mésopotamie. C'est un grec, mais il a aussi fini sa vie en Italie. Et il est vraiment entouré de tout un tas de légendes le concernant. Mais déjà, on le considère aujourd'hui comme un philosophe et un scientifique, mais il a aussi été le maître de beaucoup de personnes. Il avait une école, il enseignait à des personnes. Donc il enseignait les 4 voies qui permettaient de relier à l'esprit, qu'on a appelé plus tard le quadrivium, c'est-à-dire les nombres, la musique, l'astronomie et la géométrie. Et donc, à travers ces 4 sciences-là, et les nombres étant au cœur, les pythagoriciens étaient vraiment des personnes qui mettaient les nombres au centre de toute la relation à un monde supérieur. Et donc, Pythagore a transmis cet enseignement, sûrement qu'il a lui-même reçu d'Égypte et de Babylone et de partout où il a été, enfin de Mésopotamie. Et il y a certaines pierres qui sont sur l'île Berlanique qui sont en permanence émergées hors de l'eau. Donc on va passer devant et c'est pas souvent qu'on peut voir ces pierres-là, donc ouvrez bien vos yeux.